Bonjour à tous. Le Chan constitue la racine du zen tel qu'il est pratiqué depuis des siècles au Japon et depuis plusieurs dizaines d'années maintenant en Occident. Cette école du Chan est née au VIe siècle en Chine, soit 5 siècles environ après que le bouddhisme ait pénétré dans ce pays. Bodhidharma est le premier patriarche, c'est-à-dire le premier maître de cette lignée qui remonte au Bouddha historique Sakyamuni. L'histoire de ce moine indien se mêle à la légende, comme c'est souvent le cas d'ailleurs lorsqu'il est question de tout grand personnage fondateur d'une nouvelle école, un aspect que nous aborderons bien sûr avec Roland Reich, mais nous nous attacherons cependant surtout à détailler avec notre invité ce que fut son enseignement. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine zen, vous êtes l'un des représentants de la ZADI, l'Association Zen Internationale, et vous enseignez un peu partout en Europe et notamment en France, et plus particulièrement à Nice où vous dirigez le dojo de la ville. Alors, qui était Bodhidharma, puisqu'on trouve à la fois des récits historiques et légendaires? Alors, Bodhidharma était un moine indien qui vécut dans le sud de l'Inde, et il était fils de roi, et son père lui avait donné comme précepteur un moine bouddhiste qui était Prajnatara. Et l'histoire de Bodhidharma en tant que maître zen commence avec ce contact qu'il a eu avec son maître, qui était son précepteur et qui est devenu celui qui lui a transmis l'essence du dharma de Bouddha. Et tout jeune, son maître, donc Prajnatara, avait offert à son père, le roi, une pierre précieuse d'une valeur extraordinaire. Et il avait voulu tester la compréhension des enfants. Et tous les enfants avaient dit « cette pierre est la plus merveilleuse du monde », etc. Seul Bodhidharma avait dit « cette pierre n'a pas une grande valeur, car finalement, la seule chose qui a de la valeur, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est capable de comprendre la valeur de l'existence, la valeur des choses, la valeur des êtres. La pierre en elle-même ne vaut rien sans l'esprit, c'est l'esprit qui est important. » Et à ce moment-là, alors que c'était un gosse, c'est-à-dire il avait quel âge il avait 7-8 ans, oui. À ce moment-là, Prajnatara a compris qu'il avait là la capacité, chez cet enfant, de devenir un grand maître. Et donc, il s'est concentré sur son éducation et il lui a recommandé par la suite de transmettre la pratique du zen d'Inde, la pratique du dharma de Bouddha, mais dans l'école zen, qui ne remonte pas simplement à Bodhidharma, mais qui en fait constitue une lignée ininterrompue depuis le Bouddha. Donc, de transmettre cette pratique et cette école en Chine. Il se rend en Chine du Nord, notamment au temple Shaolin, et voilà. On l'appelle alors le brahman contemplateur du mur, puisqu'il va méditer pendant 9 ans. Alors, quelques explications quand même là-dessus? Oui, justement pour bien faire comprendre par la pratique et par l'exemple, et pas seulement par des discours, que l'essence du dharma de Bouddha, c'est de revenir à la pratique de la méditation. Ce n'est pas simplement de décortiquer les sutras, de spéculer, d'essayer de saisir la vérité au niveau du langage, des mots et de la dialectique, mais de l'incarner profondément par la pratique de la méditation qui développe l'intuition au-delà des mots et au-delà des concepts. Il a montré l'exemple de la pratique face au mur. Mais cette pratique face au mur, bien sûr, ce n'est pas de contempler le mur. On a parlé de la contemplation du mur. Contemplation du mur, ça veut dire réaliser un esprit comme le mur, c'est-à-dire un esprit lisse, un esprit abrupt, un esprit sur quoi rien ne demeure. C'est vraiment, le mur nous renvoie au fait que tous les objets du monde extérieur après lesquels on court sont vains, que finalement la seule chose importante à faire dans cette existence, c'est de tourner son regard vers l'intérieur, et même tournant son regard vers l'intérieur, ce n'est pas pour y trouver quelque objet ou quelque trésor à saisir, mais réaliser vraiment un esprit tel le mur, c'est-à-dire un esprit où rien ne demeure et un esprit lui-même insaisissable. Le propre esprit est insaisissable. C'est ça que Bodhidharma a essayé de faire comprendre par sa pratique face au mur, dans laquelle il a prêché vraiment par l'exemple et sans essayer d'expliquer les choses. Alors, ce qui a amené certains à dire que Bodhidharma ne s'intéressait pas aux Écritures, ce qui est faux. Alors, ce qui est faux, parce qu'il a laissé d'abord, il a laissé un petit traité, ce qu'on appelle le traité de Bodhidharma, dans lequel le premier article, c'est l'approche de la compréhension de l'enseignement du Bouddha par ce qu'il appelle le principe. Sa première phrase, c'est pour dire que cette approche par le principe consiste à étudier les sutras, à étudier la doctrine.
Il commence par ça. Oui, parce qu'en fait, il donne plusieurs voies d'accès possibles, Plusieurs et surtout voies d'accès deux. possibles. Donc il n'exclut pas l'accès par les sutras, mais simplement il lui donne une place, qui est une place relativement limitée. Mais en fait, il a aussi transmis, par exemple, avec beaucoup de respect, le sutra du Lankavatara, qu'il a légué à son successeur comme un sutra à étudier. Donc il ne niait pas l'importance des sutras. Mais aussitôt après avoir dit que l'accès par le principe se déroule à travers l'étude. Peut-être préciser, principe, certains traduisent par raison, par réflexion, C'est étude. la même chose, c'est la raison. C'est ce qui fonde. La réflexion. C'est un peu l'équivalent du mot dharma en sanskrit. C'est ce qui est le fondement, c'est ce qui ordonne le monde, ce qui est la loi du monde. Le principe, c'est ce qui est sous-jacent à toute chose. On peut dire c'est le principe de la vacuité universelle, par exemple. Le principe. Et dans ce principe, il parle de la vraie nature des choses, justement. Voilà. Et il dit, alors justement après avoir parlé de la doctrine, il dit, mais en fait, c'est comprendre intimement en soi-même la véritable nature des choses, comprendre surtout que tous les êtres ont d'une manière innée, inhérente, cette nature intime qu'ils partagent avec tous les autres êtres. Et cette nature, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, ce qui est l'essence de notre existence, c'est-à-dire ce que nous avons de commun, non seulement avec les autres êtres humains, mais les animaux et tous les êtres. Et ce qui fait de nous un être complètement au-delà de notre petit ego, un être universel, un être de partage. Et l'essence de notre nature, c'est cette nature de Bouddha que Bouddha a essayé de pointer, de nous faire sentir, pour nous faire lâcher nos attachements et nous faire vivre dans une autre dimension, qui est la dimension de l'amour, de la solidarité, de la compassion avec tous les êtres. Mais parce que pour lui, la vraie compréhension de l'esprit est surtout intuitive. Absolument. Et à réaliser à travers une pratique qui inclut le corps, qui inclut le souffle, et qui est la pratique de ce que nous appelons le zazen, la méditation assise, face au mur, corps et esprit complètement en unité. Justement, le deuxième aspect de ce traité concerne différents modes d'action qui permettent de parvenir à la voie. C'est la compréhension par la pratique. Compréhension par la pratique, c'est d'abord comprendre que quand nous sommes dans l'adversité, cette adversité n'est pas liée à un destin fatal, mais le résultat de notre karma passé. C'est-à-dire que même l'adversité, ce qu'on appelle généralement la malchance, les accidents, les souffrances de la vie, qui généralement nous révoltent, sont une source d'éveil et d'enseignement si nous comprenons que c'est le résultat d'un karma passé. Et donc l'occasion d'une conversion, donc d'un repentir et d'une conversion pour, à partir de maintenant, pratiquer la voie juste. Le deuxième compréhension par la pratique, c'est le karma. Hein, c'est de comprendre que même s'il nous arrive des choses heureuses dans la vie, c'est aussi le fruit d'un karma passé. Et que finalement, toute notre existence n'est que fruit d'un karma passé. C'est-à-dire qu'au fond, notre ego n'est pas un ego. Il est simplement le résultat d'un karma passé. Ce qui permet lâcher prise. Relativiser tout ça. Relativiser, abandonner l'ego, ne pas se glorifier quand on obtient quelque chose, et finalement vivre au-delà de l'obtention et de la perte. Être équanime par rapport au fait d'obtenir ou de perdre quoi que ce soit dans l'ordre matériel, mais même dans l'ordre spirituel. L'esprit, finalement, lui, ne change pas, quelles que soient les circonstances. Alors, troisième point de la pratique, enfin, de l'action. Alors, le troisième point, c'est de comprendre que nous sommes abusés par notre avidité, par nos désirs, et réaliser un esprit sans attachement. Ça, c'est un enseignement tout à fait classique du bouddhisme, mais dans l'enseignement du Bodhidharma, ça va être l'enseignement de Mushotoku. Ça veut dire le non-attachement, même à l'éveil, même au mérite spirituel. C'était le fondement de sa réponse à l'empereur Liang quand il disait qu'il n'y avait aucun mérite, même dans toutes les bonnes actions. C'est d'arriver à vraiment se détacher non seulement des choses matérielles et des désirs ordinaires, mais aussi de l'avidité spirituelle. Ne pas avoir de but. Et quatrième action, être libre, être vraiment libre. Ça, c'est plus compliqué. Oui, mais c'est le sens de l'enseignement de Bouddha, sûr. La liberté, la libération. Et le quatrième principe, c'est de vivre en harmonie avec le dharma. Alors, le dharma, c'est généralement vu comme un certain nombre de pratiques. Dans le Mahayana, c'est la pratique des paramitas. Bodhidharma fait l'éloge, par exemple, du don, du fusé, comme pratique de détachement, comme pratique de générosité. Mais en même temps, il dit la véritable pratique, au fond, c'est la non-pratique. C'est-à-dire de ne pas même s'attacher à la pratique des paramitas. C'est à ce moment-là que les pratiques qui nous permettent d'aller au-delà, de se libérer véritablement,
sont complètement accomplis quand il n'y a même plus l'attachement à la pratique des paramita. Alors, est-ce que Bodhidharma est le premier à avoir institué ce système de contemplation face au mur, entre guillemets? Là où il était le premier, c'est en Chine à mettre tellement l'accent sur la nécessité d'une pratique assise de zazen. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé Maître Deshimaru le Bodhidharma des temps modernes, pas pour créer une nouvelle légende autour de Maître Deshimaru, mais parce qu'il y avait bien la même démarche d'esprit de ramener des Occidentaux qui s'intéressaient au bouddhisme et au zen à travers les écrits, notamment du professeur Suzuki, les ramener à la source de cette sagesse, de cet éveil, par la pratique concrète avec le corps. Alors, qu'a de particulier l'enseignement de Bodhidharma qui fait qu'il est demeuré jusqu'à nos jours et qu'il est toujours pratiqué? Ben justement, c'est de ne pas séparer les principes essentiels de l'enseignement du Bouddha de leur pratique concrète, et c'est surtout sa pédagogie pour transmettre cet esprit de libération profonde qui est l'esprit de Bouddha. Alors, et je voudrais justement venir à sa transmission. À sa transmission à Eka. C'est-à-dire le deuxième patriarche de la lignée de Chan. Celui qui va devenir le successeur de Bodhidharma, qui va donc être le début de la lignée des maîtres des patriarches chinois. Eka était un érudit, un confucéen, qui avait beaucoup étudié, aussi les sutras bouddhistes, et qui n'avait trouvé aucun apaisement de l'esprit, aucune libération spirituelle à travers ses études. Il entend parler d'un grand maître bouddhiste qui pratique la méditation, il va le voir. Bodhidharma ne se retourne même pas pour le regarder. C'est l'hiver, il neige à Shaolin, Bodhidharma est dans sa grotte, et finalement la neige monte jusqu'à mi-taille. Et c'est une image qui a été représentée par tous les artistes du zen, dramatique, où on voit cet homme désespéré qui cherche la voie et Bodhidharma qui ne le regarde pas. Finalement, Bodhidharma lui dit, vous savez, pour réaliser la voie de Bouddha, il faut une énergie farouche, il faut être prêt à tout abandonner. Et à ce moment-là, Eka, dit-on, se tranche le bras. C'est devenu symbolique par la suite, évidemment, de la nécessité d'un investissement total de toute notre énergie dans la pratique de la voie, si on veut faire autre chose que du tourisme spirituel. Et ça, c'est constamment rappelé dans la tradition zen, encore de nos jours, où on laisse souvent les apprentis disciples à la porte du monastère avant d'accepter au bout d'une semaine qu'ils rentrent. Donc, première chose, oui, c'est la pédagogie de Bodhidharma, c'est vraiment le début de la pédagogie du zen, c'est-à-dire d'enseigner avec cette énergie farouche. Directe. Abrupte. Mais pas avec brutalité, oui, car en fin de compte, il s'agissait d'un grand amour, d'une grande compassion, parce qu'il voyait bien que cet homme souffrait. Et d'ailleurs, cet homme souffrant lui dit, mais maître, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, mon esprit n'est pas en paix, s'il vous plaît, pacifiez-le. Et Bodhidharma lui répond tout simplement, montre-moi ton esprit, et je le pacifierai. Et Eka, au lieu d'entendre tout un discours sur la vacuité, se trouve confronté avec le fait qu'au fond, après toutes ses études, il n'a toujours pas réussi à saisir son propre esprit. Même ce qui est le plus intime à soi-même est insaisissable, et c'est ce qu'il finit par dire. Mon propre esprit, Shinfukatoku, mon esprit est insaisissable. Et Bodhidharma lui répond tranquillement, si tu as réalisé l'esprit insaisissable, alors il est déjà pacifié. Et là, Eka réalise un grand éveil. Et c'est vraiment le début de la transmission du zen. Merci Roland. Je vous propose maintenant quelques livres avant de conclure cette émission. Tout d'abord, je vous rappelle que notre invité, Roland Reich, a publié plusieurs ouvrages aux éditions Yuno Kusen, dont celui-ci, La Grande Porte de l'éveil. Le traité de Bodhidharma, traduit et commenté par Bernard Faure, est publié par les éditions Mail. Les Maîtres Zen de Jacques Brosse est édité par Bayard. Et cette anthologie de référence sur le Chan et le Zen est publiée par les éditions Hermès. Je vous rappelle notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris, CEDEC 16. Cette émission se termine. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite en attendant de passer une magnifique journée et une excellente semaine. À dimanche prochain. Islam nous